Elle a volé mon patron et en plus elle a un succès dingue avec. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot. Et ceci n'est pas un podcast. Ce ne sera pas un podcast aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler plagiat. Tout d'abord, merci à celles qui ont donné à la chaîne les fois dernières. Je ne fais pas le listing de noms cette fois-ci. Je vous avoue que je suis sur les préparations d'United et donc je suis un peu pressée par le temps. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Il n'empêche que merci à toutes, elles se reconnaîtront. Si vous avez envie de donner ou de partager, n'hésitez pas. Alors il y a un lien ici en dessous pour donner sur PayPal, pour donner sur Ko-fi et vous pouvez même faire des thanks sur YouTube. C'est une fonctionnalité que j'ai rajoutée. Alors parlons plagiat aujourd'hui. Pourquoi parler plagiat? Parce qu'en fait c'est quelque chose qui agit très régulièrement la sphère tricot et les chiens sont lâchés très régulièrement. Alors je me permets de dire ça, pourquoi? Parce qu'en fait souvent les personnes qui accusent de plagiat de manière très agressive n'y connaissent rien et c'est plus de la méchanceté qu'autre chose. Donc aujourd'hui je vais parler vraiment plagiat et quid du tricot. Alors qu'est-ce qui différencie ça et ça? J'ai pris un patron très connu pour vous attirer l'attention. Ici, le but n'est pas d'attaquer les designers qui ont créé ces patrons. Le but, c'est vous de montrer des exemples. Alors, qu'est-ce que le plagiat? Le plagiat, c'est de la copie. C'est recopier quelque chose qui a déjà été produit et qui... Quand par exemple vous faites un mémoire de fin d'année, vous allez rechercher un mémoire de quelqu'un d'autre ou les recherches de quelqu'un d'autre et vous recopiez in extenso une grosse partie du mémoire, par exemple, ou une partie partielle du mémoire, ou si vous écrivez quelque chose, vous recopiez. Ça, c'est du plagiat. Alors, est-ce qu'on peut parler de plagiat au niveau du tricot? Alors, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui régulièrement vient sur le tapis, parce que régulièrement on dit « Ouais, mais enfin, elle a copié, machin, bazar, etc. etc. » Est-ce que c'est vrai, en fait? Est-ce que, dans la majorité des cas, c'est vrai? Il existe des cas où réellement, il y a une copie pure et nette et pour s'attirer du marketing, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de plagiat. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui différencie ceci de ceci, par exemple, ou de ceci? En fait, est-ce que c'est la gratuité du patron ou non? Est-ce que c'est la façon dont c'est écrit ou non? Est-ce que ce sont les constructions ou non? Ou est-ce que c'est la ressemblance, les photos ou non? Alors, un patron de tricot, c'est complexe. Un patron de tricot, ça produit une pièce tricotée qui va peut-être ressembler à une autre, mais est-ce que réellement c'est de la copie? On va parler un petit peu de loi, forcément, parce qu'il y a des lois. Alors, je veux d'abord poser les choses. Je ne suis pas avocat, je n'ai jamais été avocat. Je connais quelque chose au niveau de mon travail, forcément, pour me protéger et pour aussi ne pas faire de boulettes, hein, il faut être reconnaître. Il n'empêche que si vous avez des soucis, et là, rien ne vaut l'avis d'un avocat, et je vous conseille d'aller voir un avocat si vous avez vraiment des doutes sur ce sujet-là. Je ne suis là que pour donner de l'information et aussi pour un peu déconstruire ce fait que régulièrement on dise « Ouais, mais t'as copié, machin », parce que ça m'est arrivé, ça est arrivé à d'autres designers. Voilà. Et puis aussi, j'aimerais bien aussi bêtement vous dire ce que vous pouvez faire en tant que tricoteur ou pas, parce que souvent ce qui se passe c'est qu'aussi on enfreint la loi en tant que tricoteur en copiant des patrons ou ce genre de choses. Donc d'abord je vais parler d'un point de vue designer et puis je vais vous donner quelques petits conseils en tant que tricoteur, mais là je vous renverrai sur une autre vidéo d'un autre youtubeur qui est très connu mais qui est en anglais et qui lui a vraiment travaillé le sujet, donc je ne vais faire qu'un petit aperçu de ce que vous pouvez faire en tant que tricoteur et je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Je mettrai les références quand j'aborderai cette partie et vous trouverez les références ici en dessous pour la vidéo de ce tricoteur en particulier. Donc, allons-y. Alors, il faut savoir que tout patron de tricot est soumis à la loi, à une loi dont dépend le designer. Donc, si vous achetez le patron d'un designer américain, ce patron va être soumis à la loi des États-Unis. Si vous achetez un patron chez moi, la loi va être soumise à la loi belge. C'est comme ça, c'est parce que c'est attaché à la personne et au designer. Donc, vous pourrez penser que, parce que vous êtes belge, par exemple, vous pouvez vous permettre certaines choses par rapport à un Américain, ou un Américain pourrait se permettre certaines choses par rapport à un Belge, et bien c'est faux. Même si, dans les faits, en fait, les lois sur les droits d'auteur sont vraiment très, relativement uniformes partout dans le monde. Donc,
Il y a une cohésion à ce niveau-là, il y a quelques petits détails qui changent, mais grossièrement, on pourrait dire que tout se rapporte plus ou moins à la même chose. Alors, plaçons les choses selon ma perspective de designer tricot. Eh bien, je suis un designer tricot, c'est-à-dire que je crée un patron, je crée un prototype. Ce prototype, je le tricote dans une certaine laine, avec un certain nombre de points, et ce prototype-là va me servir de base à créer mon patron tricot. Et sur ce prototype-là, je commençais à faire des extrapolations de taille, et je vais écrire mon patron. Je ne suis pas quelqu'un qui crée une pièce tricotée, artistique, et qui vendrait cette pièce-là. Je vends mon patron. Donc, je ne peux pas prétendre à la loi la loi des brevets d'invention. Pourquoi? Parce que cette loi-là, en fait, elle exclut, là je regarde mon écran et je vais lire, cette loi exclut clairement toute création artistique. Il faut que le produit, donc ne sont pas considérées les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations artistiques, les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu, en matière d'activités économiques et programmes d'ordinateur, ainsi que les présentations d'informations. Donc, un brevet concernera par exemple à quelqu'un qui va inventer la machine à voyager dans le temps. Concernera absolument pas du tout une pièce artistique, certainement pas du tout un patron tricot, parce qu'en fait le tricot est séculaire. Les patrons sont des assemblages de points, donc les points ne peuvent pas être protégés, et la construction n'est pas protégée. Donc à moins un cas très particulier, et encore je n'en ai vraiment jamais rencontré, il n'y a pas de protection sous la loi des brevets et vous ne pouvez pas déposer un brevet sur une technique spécifique de tricot. Donc, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Alors, sous quelle loi est-ce que je tombe? Eh bien, je tombe sur la loi des droits d'auteur. Pourquoi? Parce que j'écris des textes sous forme de PDF qui sont vendus sous forme de PDF. Eh bien, cette loi des droits d'auteur, c'est la loi du 30 juin 1994. Alors là, je vais regarder mon écran parce que je vous avoue que je ne suis pas avocate et donc je ne connais pas par cœur ce genre de truc. Je suis allée sur le site de la police fédérale belge et je suis allée voir ce qu'il disait. Qu'est-ce que protège la loi des droits d'auteur? La loi des droits d'auteur, elle concerne les œuvres qui appartiennent au domaine littéraire et artistique et qui sont originales. Donc, ça ne protège pas l'idée, mais bien la mise en forme de cette idée. Et ça, c'est important pour quand on parle de plagiat. J'expliquerai par la suite. Qu'est-ce que dit cette loi? La loi dit les textes de toute nature, donc elle protège les textes de toute nature, romans, nouvelles, textes scientifiques, poèmes, etc., indépendamment de leur contenu, de leur longueur et de leur destination, donc que ce soit pour le divertissement, l'éducation, la propagande, l'information, la publicité, et leur forme, c'est-à-dire manuscrits, dactylographiés, imprimés et sous forme électronique. Elle protège les photographies, indépendamment de leur support, papier numérique, les objets, l'objet de la photographie, donc si vous avez pris en photo par exemple votre grand-mère ou un paysage ou autre, une œuvre d'art par exemple, etc. Les images, qu'elles soient virtuelles ou non, de quelque nature que ce soit, donc les dessins, par exemple, la collection Pi Maple Pi, les dessins que nous avons travaillés avec Sylvain pour la collection Pi Maple Pi sont protégés par les droits d'auteur. Si, par exemple, des dessins de broderie que l'on va travailler pour pouvoir intégrer dans un patron, c'est protégé par les droits d'auteur. Des motifs que l'on va créer, par exemple, pour vous détailler un point, c'est protégé par les droits d'auteur. Les séquences musicales, les séquences vidéo, les séquences audiovisuelles sont en général protégées par les droits d'auteur. Donc je ne peux pas intégrer dans ma vidéo YouTube, par exemple, l'extrait d'une vidéo qui montrerait un point fait par quelqu'un d'autre. Je ferai une atteinte aux droits d'auteur et je serai sanctionnée et on démonétiserait ma vidéo YouTube. Donc voilà, je vous ai brossé un tableau général de sous quelle loi est-ce que se trouve le designer tricot. Donc, venons-en aux faits. Quand vous avez quelqu'un qui dit « Ouais, mais elle a copié ma patron », en fait, la personne qui va dire ça, souvent, ne possède pas le patron. Déjà, elle ne juge que sur du visuel. Or, sur du visuel, vous pensez bien que, vu que ce n'est pas l'idée qui est protégée, mais la mise en forme de l'idée, vous pensez bien que c'est impossible de dire que c'est du plagiat, parce que ce n'est pas ce à quoi ça ressemble qui va être sous le coup de la loi du droit d'auteur, mais bien
ce qui a été écrit. Si vous avez quelqu'un qui fait un pull en raglan X et l'autre en raglan Y, et que l'un, par exemple, fait du top-down et l'autre du bottom-up, donc tricoté du haut vers le bas et l'autre du bas vers le haut, même si les points sont totalement identiques, et on fait tout en jersey, par exemple, parce que c'est vraiment quelque chose de très connu, eh bien, vous verrez qu'en fait, ça n'est pas de la copie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui va écrire ça, elle va l'écrire avec ses propres mots, et c'est ça qui est protégé. Donc quand on parle de ce patron et de ce patron, on ne peut pas dire que c'est de la copie. On ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on n'a pas en possession les deux patrons et que l'on ne constate pas qu'il y a que quelqu'un a recopié in extenso le texte du patron, eh bien, ça n'est pas de la copie. Donc, la majorité des cas où on vous dit « ouais, mais non, mais c'est du plagiat, c'est scandaleux, etc., etc. », c'est agiter la sphère pour rien du tout, c'est faire des vagues dans un bocal d'eau, ça sert à rien, c'est faux, c'est une attaque gratuite et tout ce que ça fait, c'est agiter les réseaux sociaux et c'est inutile, ça fait du tort à tout le monde. Ça vous fait du tort, ça fait du tort au designer en question, ça fait du tort à l'autre personne qui aurait été copiée et ça fait du tort à la personne qui a commencé à lâcher et à crier au loup. À force de crier au loup, pour finir, on ne vous croit plus. Donc non, ça n'est pas une copie, ça n'est pas du plagiat de faire ça. Maintenant, si la personne reprend un patron et copie-colle le patron et des partie de texte dans son patron à elle, ça, c'est du plagiat, c'est très clair. On est tous inspirés. J'ai fait une vidéo sur les inspirations. On est tous inspirés plus ou moins de la même chose. On vit dans une époque X, on est en 2023, dans un temps donné, moi, dans un monde occidental, il est clair que mes influences, même si j'ai ma propre liberté de penser, mais mes influences, elles sont quand même dictées par ce que je vois autour de moi, par les couleurs, par ce que je vois dans les vitrines, par l'art, par l'architecture et ce genre de choses. Et quelqu'un qui vit en France va être relativement influencé par la même chose que moi. Forcément, on a tous nos goûts personnels, mais on va tous sur Pinterest, on regarde tous des magazines, il y a des magazines qui sont plus connus que d'autres, on regarde tous plus ou moins les mêmes émissions télévisuelles, on regarde tous plus ou moins les mêmes séries. C'est impossible de ne pas être influencé par notre entourage, ne pas être influencé par notre culture, et donc forcément on va avoir notre touche personnelle, mais on peut à un moment donné faire quasiment la même chose que un voisin et sans nécessairement se concerter. C'est déjà arrivé et je connais des designers qui ont créé un patron qui était très simple. Il y avait juste un joli petit motif en pâte de boutonnage et c'était quasiment la même chose. Elles ont quasiment sorti le même patron au même moment. Mais est-ce que c'était de la copie? Je peux parler aussi, par exemple, du Rock Island de Brooklyn Tweed, qui à un certain moment est sorti quasiment en même temps d'un autre patron Shetland, qui lui avait été retraduit, si vous voulez, par rapport à un livre qui avait été écrit dans les années, je ne sais plus, 18e, je pense, ou 19e siècle. Le patron, les châles Shetland, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans la culture des îles Shetland. Eh bien, on a dit, ouais, mais non, mais il y a une copie. Or, il n'y avait pas de copie. Déjà, les points étaient légèrement différents, mais enfin, c'est de l'histoire. Et donc, si deux designers ont eu la même idée, se sont basés sur les mêmes histoires, les mêmes points, parce que les points Shetland sont quelque chose, les points de dentelle Shetland, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture, eh bien on ne peut pas les accuser d'avoir eu la même idée au même moment. Voilà. Sinon, alors on n'avance pas. Sinon, vous ne trouverez... Si vous imaginez s'il faut commencer à dire « Ah ben non, lui il a sorti ça, lui il a sorti ça, lui il a sorti ça », et ne jamais proposer quoi que ce soit, ben, vous allez toujours tourner avec toujours les mêmes patrons, hein, sans cesse, et vous n'aurez jamais quelque chose de nouveau. Or, un des grands avantages d'Internet et la possibilité maintenant d'avoir accès à des designers différents et des designers indépendants, c'est que vous avez des gens qui voient un patron, qui ont une idée et qui vont l'interpréter à leur sauce et ça va coller avec votre façon de tricoter ou pas. Et puis quelquefois c'est juste une question de finition, c'est une question de construction, c'est comment est-ce qu'on voit le patron, qu'est-ce qu'on ajoute là, comment est-ce qu'on relève les mailles, comment est-ce qu'on va finir le rabat. Donc vous imaginez bien que c'est bien plus complexe qu'une image que vous allez voir sur Internet et vous allez dire ça c'est la copie de ça, c'est tout à fait faux, c'est souvent de la coïncidence. Il existe parfois par contre des designers qui créent, et je ne me souviens plus exactement du nom de ce patron, mais c'était un patron qui était tellement hors norme d'une certaine manière, c'était une construction de châle en rang raccourci mais très typique, enfin on voyait ce patron-là, on ne pouvait pas dire autrement que ah c'est ce designer-là, et il y a une boîte
qui a repris ce patron-là et qui a copié ce patron-là et qui a vendu de la laine avec ce patron-là. Alors là, encore une fois, c'était pas vraiment du plagiat puisqu'ils ont écrit leur propre truc, mais ça n'empêche que c'était quand même très 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 limite au niveau, comment dire, au niveau moral, c'était quand même très limite parce que ça ressemblait quand même très très fort à ce que cette designer-là avait fait. C'est le cas aussi d'un pull de Stephen West que, par exemple, je ne sais plus le nom de ce pull, je vous le mets ici, ce pull. Ce pull-là, il a fait un succès dingue, ce pull-là, et quelques temps après, Drops a créé un patron comme ça, qui ressemblait quand même très fortement. Or, ce pull-là, honnêtement, je ne l'avais jamais vu que chez Stephen West, et c'était la première fois où on avait une construction complètement décalée, et vous avez retrouvé quasiment la même chose chez Drops après, et là, on peut se dire, alors c'est pas de la copie, c'est pas du plagiat, mais moralement et éthiquement, on peut se poser des questions. Donc, à part ces cas particuliers, je ne connais pas vraiment de cas où il y a vraiment un plagiat. Ça arrive qu'il y a des plagiats. Il y a des politiciens qui ont été punis parce qu'ils avaient fait un doctorat ou avaient fait une thèse sur X ou Y, et en fait, ils avaient copié le travail de quelqu'un d'autre. Je connais, je ne vais pas citer qui, mais il est quand même connu on lui a repris son doctorat, et parce que, ben voilà quoi, il avait copié quasiment in extenso du texte d'un doctorat. Donc voilà, le monde du tricot, c'est tellement vaste, c'est séculaire, ça existe depuis très 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 longtemps. Je vous incite à aller voir la vidéo sur l'histoire du tricot. Vous pensez bien que, à force, on retourne toujours dans la même chose, on retombe toujours dans les mêmes constructions, il y a les points qui reviennent, c'est la mode, hein, la mode, c'est un éternel recommencement. Donc vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de plagiat. Maintenant, si vous avez envie d'accuser quelqu'un de plagiat, réfléchissez-y à 2 fois, parce que ça fait du tort, c'est inutile, ça ne sert à rien, ça va punir personne, ça fait juste du buzz. Alors, en tant que tricoteur et non designer, qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas lorsque vous obtenez un patron de tricot? Alors ici, je vous invite à aller voir la vidéo de Nimble Needles qui a vraiment fait une vidéo extensive sur ce qui est légalement possible de faire et qu'est-ce que vous risquez enfin pas ce que vous risquez, mais qu'est-ce qui n'est pas correct de faire quand vous copiez un patron. Alors, en tant que tricoteur, il existe les patrons payants et les patrons gratuits. Je ne vais pas revenir sur le sujet de pourquoi est-ce que certains patrons payants sont payants et le prix des patrons, parce que j'en ai déjà abordé le sujet dans une vidéo. Voilà, c'est le travail de quelqu'un, on a mis en forme, vous achetez un livre, ben vous le payez, vous ne vous posez pas la question, vous l'achetez le livre. Je répétais plus d'une fois, quand les patrons sont gratuits pour un magazine, c'est parce que ça se répercute sur le prix de la laine. Nous, en tant que designer indépendant, on vous fixe un prix et on ne va pas vous les donner gratuitement. Il existe des patrons gratuits, mais pour plein de raisons. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un patron payant? Vous achetez un patron payant, eh bien, vous ne pouvez pas le partager. Il est soumis au droit d'auteur. Vous ne pouvez pas partager ce patron, surtout sous forme digitale. Rien que d'envoyer par mail un patron à une autre personne, c'est ne pas respecter les droits d'auteur, d'emblée. Donc forcément, il y a un souci si vous partagez des patrons payants, surtout dans des plateformes. Il y a des plateformes où on n'hésite pas à se partager des patrons payants. Il y a des plateformes de piratage où régulièrement vous allez trouver des patrons payants. Ça m'est déjà arrivé, moi, de retrouver mes patrons sur des plateformes russes et plateformes chinoises. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Absolument rien. Ils changent d'IP et j'ai pas les moyens de me payer un avocat pour faire ce genre de choses. C'est clair que c'est un manque à gagner, mais je pense qu'on est plein à qui ça arrive et vous les retrouvez, les gens les téléchargent. Qu'est-ce que vous voulez y faire? De toute façon, ces gens-là ne sont jamais des clients potentiels parce que ils partent sur le principe qu'ils peuvent tout copier et tout partager. Eh bien, voilà quoi, ils débourseront jamais 5, 6, 10 euros pour un patron de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Légalement, on peut rien faire, mais enfin, moralement et éthiquement, c'est quand même très problématique. Donc, les patrons payants, vous ne pouvez pas les partager. Vous pouvez, dans le cadre de votre sphère familiale, vous pouvez le faire, évidemment. Mais je parle à grande échelle, sur des forums, envoyés par mail, tiens, achète ça, etc., etc., etc. Non, vous ne pouvez pas. Quid des patrons gratuits? Alors, les patrons gratuits, ils sont gratuits pour une raison. Derrière le patron gratuit, souvent, il y a quelque chose qui motive la personne qui a écrit ce patron à le partager. Alors, ça existe, les patrons gratuits, il y en a énormément dans le monde du crochet, un peu moins dans le monde du tricot. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une question de culture dans le monde du crochet, plus que dans le monde du tricot. Voilà.
Vous trouverez beaucoup de patrons gratuits dans le monde du crochet sur des blogs. Eh bien, le patron, il est gratuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, dans le cas du crochet, la personne, elle veut quoi? Que vous veniez sur son blog. Si son blog, euh, il y a des publicités dessus, ben ça fait faire du revenu. Plus elle a de personnes qui viennent sur son blog, plus elle va avoir de revenus. Donc c'est une manière de pouvoir attirer les gens sur son blog. Comme elle voudrait peut-être aussi, en vous offrant un patron gratuit, c'est mon cas, que vous vous inscriviez à votre newsletter à ma newsletter et que vous ayez envie de, euh, de tout simplement découvrir un peu plus de mon univers et peut-être devenir des clients ou tout simplement aimer ce que j'aime, partager, etc. Ce n'est pas nécessairement des monnaies pesantes et trébuchantes. Ça peut être tout simplement, ben, vous avez adhéré, vous allez sur mon blog, que je n'alimente plus pour le moment parce qu'honnêtement, je n'ai plus le temps, mais aller voir des techniques, m'écouter en vidéo et puis partager. Déjà ça, rien que ça, déjà, ça a une importance. Ce n'est pas que de l'argent, c'est pas que simplement acheter un patron. Ça peut être aussi une question de visibilité. Donc, il y a plein de choses qui motivent le fait que vous ayez un patron, que vous trouverez un patron gratuit. Je l'ai cité juste avant. Dans le cadre d'un magasin de laine, souvent, ils vous offrent les magazines gratuitement. Pourquoi? Parce que ça vous incite à tricoter ça dans leur laine. Vous allez acheter leur laine, par exemple. Donc, eux, ils répercutent le prix qu'a coûté le prix du designer in-house sur le prix de la laine. Et ils espèrent que vous allez acheter de la laine. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on est dans une zone de confort, on a un patron qui nous plaît. C'est rare quand on va chercher ailleurs parce que c'est plus facile de partir sur la même laine. Et encore plus dans la même couleur. Donc, c'est une manière d'attirer des clients. Voilà. Donc, ça, c'est les patrons gratuits. Alors, est-ce que vous pouvez partager les patrons gratuits? Puisqu'on se dit que, bah, de toute façon, ils sont gratuits, quel mal est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est la même chose. Les patrons gratuits, qu'ils soient gratuits ou payants, ils sont soumis à la loi des droits d'auteur. Donc, vous ne pouvez pas les partager. Sauf qu'à particulier, dans le cas du cercle restreint des connaissances, on peut partager, pas copier. Dès que vous copiez un mail, dès que vous envoyez un patron à quelqu'un, vous faites une copie digitale, en fait. Donc, il faut savoir que vous ne pouvez pas partager comme ça. Allez, vous l'imprimez, par exemple, pour votre usage personnel et vous le faites lire à une copine. Eh bien, ça, vous pouvez, par contre, le copier et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas. Voilà, c'est comme ça, vous ne pouvez pas. C'est ne pas respecter les droits d'auteur. Maintenant, je sais qu'on le fait. Du moment que ça reste à petite échelle, et là ça c'est mon avis, alors même si c'est pas tout à fait la loi, parce qu'il y a la réalité de terrain qui est là aussi, si ça reste dans une toute petite échelle et que c'est une manière de faire connaître le designer, que c'est une manière d'attirer en disant ah ben tiens moi j'ai trouvé un patron gratuit, regarde il vient de tel designer et je trouve ça chouette machin, ben, vous apportez, vous nourrissez un peu le travail du designer. Par contre si vous commencez à envoyer 50 000 patrons gratuits sans jamais spécifier de chez qui vient ce patron, c'est un problème. Donc c'est important aussi d'identifier la personne chez qui vous avez trouvé ce patron et inciter la personne avec qui vous partagez à dire bah, tiens, moi je l'ai trouvé là, je trouve qu'elle écrit bien, elle a proposé un patron gratuit, bah vas-y, hein, c'est peut-être l'occasion de regarde et puis va voir son univers. Voilà, ça c'est une manière de faire de toute façon qui est en bon père de famille, comme on va dire, parce qu'il y a la loi et il y a la réalité de terrain. Quid des patrons que vous allez trouver dans la bibliothèque? Vous allez à la bibliothèque, vous payez votre cotisation à la bibliothèque, régionale ou autre, et vous allez louer un livre de tricot. Est-ce que vous pouvez copier ce livre de tricot? Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bibliothèque, elle a acheté ce livre, elles sont soumises à des lois particulières, et en payant votre cotisation, vous payez un droit d'usage de toute façon. Et donc vous pouvez copier ce patron, faire une photocopie du patron du livre que vous avez loué à la bibliothèque pour votre usage personnel. Donc vous n'allez pas le partager, vous le gardez pour vous. Donc vous pouvez tout à fait manipuler ce livre et un peu copier en se disant ben moi j'ai envie de faire ça et voilà par exemple. Ça vous pouvez faire. Maintenant vous ne pouvez pas faire 50 copies et diffuser autour de vous ça, parce que vous êtes sous votre cotisation, et bien vous avez pris le bouquin et vous voulez faire partager tout votre groupe de tricot et voilà vous faites toutes les copies. Ça vous ne pouvez pas. Donc il y a quand même des cas d'exception où vous pouvez partager des patrons. Alors dans le cadre Ravelry par exemple, vous allez dans un magasin de laine, vous voyez un prototype qui a été tricoté par celle qui tient ou celui qui tient le magasin de laine, et vous avez envie de faire ce patron-là. Vous n'avez pas Ravelry et vous dites « Ah, mais moi j'ai envie de le faire ». Que peut faire le magasin de laine? Dans le cadre de Ravelry, il y a un contrat spécifique pour les magasins en dur,
local yarn shop, donc brick and mortar, comme on dit en anglais, donc les patrons, les vrais magasins de laine en dur, si vous voulez, eh bien, dans ce cas-là, ils peuvent adhérer à un programme et ils ont accès au patron à prix grossiste. Ils achètent le patron au designer et ils ont le droit de l'imprimer, mais de l'imprimer pour la personne. Donc s'ils ont 10 clients qui veulent le même patron, ils doivent acheter 10 fois le patron et le vendre aux clients. Donc c'est possible en tant que magasin de laine de faire des copies en étant protégé du moment que vous achetez. C'est un peu comme si vous achetiez une licence, si vous voulez, et vous achetez systématiquement le patron. Ben, si c'est 10, si c'est 20, si c'est 30, eh bien vous faites 10, 20, 30 achats au prix de gros et vous allez le revendre allez, comment dire, retailer en anglais, au prix produit fini. Je ne sais plus, voilà, j'ai oublié le mot, hein, je suis fatiguée. Donc, vous pouvez le vendre au prix, je ne sais plus ce que veut dire retailer, c'est grave. Donc, vous m'avez compris de toute façon, vous pouvez le vendre. Et vous faites votre marge dessus, de toute façon, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un cas particulier. Alors, quid des produits faits à partir du patron? En fait, vous avez le droit de faire un produit, un bonnet, un bonhomme, peu importe, un jouet ou autre, à partir d'un patron et le revendre. Vous avez le droit de le faire. Seulement, éthiquement, moralement, c'est bien lorsque, par exemple, vous allez vendre un produit pour une vente de charité, pour une œuvre, pour X ou Y, de mentionner d'où vient le patron, de tenir le designer au courant et de lui demander son avis et s'il est OK ou pas. C'est une façon de faire, c'est une bonne façon de procéder, parce que même si vous avez le droit de vendre les produits issus d'un patron, c'est quand même beaucoup mieux de demander l'avis du designer pour le faire, parce que souvent la majorité des designers vont dire oui, si vous mentionnez son nom, parce que voilà, c'est pas restrictif, les gens vont pas dire oh non, hors de question, faites-le, pourquoi pas, parce que c'est pas le produit en lui-même. Vous risquez un bad buzz si jamais on se rend compte que vous avez copié et vous n'avez pas mentionné qui a fait ce patron-là, c'est pas correct, si vous voulez. C'est important de dire, ah ben voilà, ben, par exemple dans un magasin de laine, ce patron, c'est tel designer, c'est tel patron, je l'ai tricoté en telle chose, vends la pièce tricotée. Et donc la personne, si elle a envie de le tricoter, elle peut aller voir le patron, elle peut aller voir comment dire, le travail du designer en question. Donc voilà les quelques cas particuliers auxquels vous êtes soumis en tant que tricoteur. Il y a quelque chose en plus dont je n'ai pas mentionné, c'est quid lorsque vous demandez de l'aide. Vous bloquez sur un patron. Vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir et vous demandez de l'aide. Vous n'avez pas de copine tricot qui est tout près et vous passez par Internet. Comment faire? Eh bien, surtout, ne prenez pas en photo ni partagez le patron en entier. Surtout, surtout, surtout pas. Donc, si dès que vous envoyez, dites par exemple, et c'est juste une demande d'aide, hein, vous dites, ben moi je bloque sur je comprends pas cette phrase-là ou cette partie-là, et vous l'envoyez à votre copine, eh bien, vous respectez pas les droits d'auteur. Alors, avec une copine, on est bien d'accord, c'est la réalité de terrain, c'est pas la même chose. Mais par exemple, vous êtes sur un forum, quel qu'il soit, et vous dites je comprends pas, et vous faites une photo du patron. Eh bien là, vous n'êtes pas dans le respect des droits d'auteur. Quand on veut demander de l'aide, vous mettez des quotes, donc des trémas, pas des trémas, vous mettez des quotes pour pouvoir dire ceci est issu de tel patron, comme on fait dans les publications scientifiques. Ceci est issu de tel patron, de tel designer, le lien est là. Voilà, je ne comprends pas cette partie-là, et vous recopiez la partie, vous l'exprimez autrement, ou simplement vous faites une photo vraiment de 2-3 rangs qui concernent le patron l'endroit où vous coincez et où vous ne comprenez pas ce qu'il en est. Et on peut vous aider. Là, vous respectez la loi, parce qu'attention au retour de flamme, parce que si vous copiez un patron et qu'on le voit et que c'est sur un gros forum, vous allez avoir des ennuis. Ça ne sert à rien, vous demandez de l'aide, vous le faites de manière tout à fait, vous ne faites pas ça de manière malveillante. Dans la majorité des cas, les gens ne le font pas par malveillance, mais par ignorance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez vous faire remonter les bretelles par les modérateurs en disant vous ne pouvez pas copier le patron, c'est pas correct, et au risque de vous faire virer. Et donc, vous allez, d'abord vous prendre, à l'ère d'Internet, il faut faire attention à ce qu'on fait, vous allez vous prendre,
un remontage de bretelles de la part des modérateurs. 2, vous allez vous faire incendier par tous les supporters un peu très chauds du designer en question ou autre. Et en plus, vous n'aurez pas l'aide que vous avez besoin. Donc faites attention quand vous demandez de l'aide pour les patrons de tricot. Faites attention à ne vraiment prendre que la partie du patron en question pour que ça ne pose pas de problème. Ou tout simplement, encore la manière la plus efficace, c'est de écrire ce que vous ne comprenez pas avec vos propres mots, parce que là, comme on protège la mise en forme et non pas l'idée, comme c'est vous qui l'avez réécrit, votre façon d'écrire, eh bien voilà, personne ne peut vous reprocher quoi que ce soit. Donc voilà pour cette vidéo. Cette vidéo, elle est relativement courte. On se retrouve samedi au Knit It. J'espère que vous viendrez nombreux. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à aimer, à commenter, et ce sera à samedi prochain.